Bonjour. Si pour parler de jeux vidéo je vous dis mythologie, violence décomplexée et crâne chauve, il y a de fortes chances pour que vous pensiez à la saga God of War. Monument du genre beat'em all, la saga de Santa Monica Studios s'imposera vite comme l'une des plus grandes représentants du genre et comme fer de lance pour Sony. Celle-ci aura traversé 4 générations de consoles PlayStation, tout d'abord avec la PS2 en 2005 et 2007, puis sur PS3 en 2010 et 2013, avant de faire son grand retour en 2018 sur PS4. Et God of War Ragnarok s'apprête à sortir ce 9 novembre sur PS5 et PS4, l'un des, si ce n'est le jeu le plus attendu de cette fin d'année. Aussi épique que brutale, la saga de Santa Monica Studios aura réussi à conquérir les joueurs, dont votre serviteur. Et justement, celui-ci vous propose de revenir dans ce deuxième épisode de rétrospective/analyse sur la création des différents jeux de la saga et analyser leurs qualités et leurs faiblesses. Mais avant ça, 3 petites choses. Premièrement, dans cette vidéo, nous allons parler de God of War 1, 2, 3, Ascension et God of War 2018. En gros, je vais uniquement parler des jeux sortis sur une console de salon. Ce qui fait que nous ne parlerons pas des épisodes PSP. Et pour God of War Ragnarok, il n'est pas encore sorti au moment où j'écris ces lignes, mais je vais certainement en faire une critique quand celui-ci sortira. Deuxièmement, à cause de quelques problèmes techniques, je n'ai pas pu capturer ma PS3. Ce qui fait que les captures de God of War 1, 2 et Ascension proviennent de l'abonnement PS Plus. Et pour ce qui est de God of War 3, j'y ai joué au remaster PS4 que j'avais déjà en physique, et pour God of War 2018, j'y ai joué via son portage PC. Et troisième et dernière chose, avant de commencer à parler de God of War, il faut qu'on revienne un peu en arrière. 1999. Santa Monica Studios voit le jour. Désireuse de se concentrer sur la future PS2 de Sony, les équipes de Santa Monica feront l'impasse sur la première PlayStation, préférant se focaliser sur la mise au point d'un moteur. Ce qui donnera le Kinetica Engine, moteur sur lequel ils développeront leur premier jeu, Kinetica. Sans être parfait, Kinetica démontre assez efficacement le potentiel du moteur. Le jeu a été développé par une vingtaine de personnes, et pour Shannon Stud Steel, productrice du jeu, le but était de prouver à Sony qu'ils étaient capables de livrer quelque chose dans les temps et sans dépasser le budget. Engagements qui ont été respectés. En 2002, David Yaffe, game designer des 2 premiers Twisted Metal, quittera Salt Lake City pour s'installer en Californie pour justement rejoindre Santa Monica Studios. Et à ce moment-là, il a un objectif bien précis, s'assurer que Santa Monica Studios décolle grâce à des séries marquantes. Et il tombe à pic car 3 projets distincts sont déjà posés sur la table. Le développement du premier God of War débutera en 2002. Les équipes de Santa Monica travaillaient sur 3 prototypes. Le premier portant le nom de Dead Man était un open world vaudou en vue à la première personne, situé dans les marécages et le bayou de la Louisiane. Un premier prototype qui fut abandonné. Le deuxième était un prototype s'inspirant du film d'animation Le Château de Cagliostro, premier film du célèbre Hayao Miyazaki. Un prototype resté au stade d'ébauche, car n'arrivant pas à traduire un sentiment de grande aventure. Le troisième prototype, Dark Odyssey, était quant à lui très inspiré par la mythologie grecque. Vous l'aurez sûrement deviné, c'est vers ce prototype que David Yaffe et son équipe se sont tournés, qui portera bien plus tard le nom de God of War. Je crois que c'est finalement Ken Feldman, notre lead environment artiste, qui a dit que parmi tous ces projets, celui de God of War serait le seul que nous serions en mesure de réaliser de manière épique. C'est alors que nous nous sommes dit, allez, partons là-dessus. C'est David qui est à l'origine du projet Dark Odyssey. Passionné par la mythologie grecque depuis ses 9 ans et cinéphile dans l'âme, c'est au Choc des Titans, réalisé par Ray Harryhausen, sorti la même année que le premier Indiana Jones de Steven Spielberg, qu'il se réfère. Pour David et son équipe, le but était tout d'abord de choisir sur quel genre de jeu ils allaient partir. Ils sont d'abord partis sur un jeu en vue à la première personne et des combats au corps à corps. Mais Santa Monica ne va finalement pas plus loin après avoir remarqué que cela ressemblait un peu trop à Macken X, un jeu Dreamcast sorti 2 ans plus tôt. Le concept suivant était un open world. À l'époque, GTA 3 venait de sortir et avait révolutionné le genre. L'idée évolue mais revient finalement à une structure linéaire. Le vrai déclic interviendra quand David découvrira Onimusha Warlords, un jeu édité et développé par Capcom qui agira comme un déclic sur David, qui aura finalement pour idée de faire du projet Dark Odyssey un beat'em up. Mais à quel public allait-il s'adresser ? J'ai toujours un document qui montre une version très adulte, nerveuse et violente du jeu, et une autre qui ressemble à une sorte d'Hercule de Disney. Peut-être aurions-nous fait quelque chose d'un peu plus proche d'un Mario ? David Yaffe voulait mêler mythologie et gore. Sur le premier document de conception de Dark Odyssey, il avait noté une question. Et si Paul Verhoeven, réalisateur de Robocop, Starship Troopers ou encore Total Recall, avait réalisé à la place de Ray Harryhausen le Choc des Titans ? J'aime cette violence fun et exagérée dans le cinéma et les jeux. Il fallait nous assurer que ce soit brutal et intense.
car sinon cela aurait juste l'air d'un gars qui court vêtu d'une toge et d'un casque. Rapidement, le nom de Paul Verhoeven laissa place à celui de Ridley Scott, qui sortait du triomphe de Gladiator. Parce qu'apparemment, personne chez Santa Monica savait qui était Paul Verhoeven. Alors à titre personnel, j'ai du mal à le croire, mais soit. Pour trouver l'inspiration, David Yaffa a lu la mythologie, ses dieux, ses héros et ses légendes d'Edith Hamilton. Au fur et à mesure qu'il parcourt les pages, il souligne avec un marqueur chaque chose qui pourrait donner lieu à une idée de mécanisme, de jeu ou de scénario. À cette époque, le projet Dark Odyssey était décrit par Tim Moss, le lead programmeur du jeu, comme étant une sphère qui se déplaçait dans le niveau, elle sautait, s'agrippait au mur, grimpait et faisait des virages rapides. Bref, le protagoniste du jeu n'était qu'à ce moment-là qu'un gros bonhomme blanc servant de test. D'ailleurs, Tim Moss et David Yaffa ne s'entendaient pas très bien. Une des choses qui faisait particulièrement chier Tim, c'était quand David Yaffa souhaitait modifier ou recommencer une feature du jeu qui était pratiquement terminée, ce qui rajoutait une nouvelle masse de travail. Tim dira que c'était l'une des choses les plus compliquées à gérer et instaura la règle des 3 fois. En gros, si David demande quelque chose 3 fois, c'est que David le veut vraiment. Il y a eu d'autres désaccords, comme sur le framerate. D'après David Yaffe, c'était sa vision de concepteur qui divergeait de celle de Tim, qui lui avait une vision de programmeur. Si David a déjà répété à plusieurs reprises que les programmeurs de Santa Monica étaient les meilleurs dans la matière, il a aussi dit qu'à chaque fois que lui et Tim Moss se parlaient, il avait envie de lui exploser la tête et que ce sentiment était réciproque. Bonne ambiance. Pour créer le personnage, David a demandé de l'aide à Charlie Wen, directeur artistique du jeu. Pour créer le personnage principal, Charlie a eu carte blanche. C'est alors qu'il coucha sur papier une dizaine de héros masculins forts et différents des uns des autres. Un jour, David a proposé de s'inspirer de Edward Norton, plus particulièrement d'une scène de American History X où il est arrêté par des policiers et qu'on verrait à quel point il est musclé. David demande à Charlie, je cite, de transcrire le sentiment de pouvoir et d'agression qui se lit sur le visage de l'acteur et de faire en sorte que cela corresponde à un personnage issu de la mythologie grecque. Charlie Wen fit un personnage musclé, au crâne rasé avec des tatouages. Un peu plus tard, il rajouta des chaînes prolongées par des lames. Au départ, pas tout le monde était emballé, mais après quelques tests d'animation, l'idée fonctionna tellement bien qu'elles ont été intégrées au scénario. Le look du personnage principal, qui à ce moment-là s'appelait Dominus, était presque définitif. Viril, torse nu, musclé, chauve, extrêmement blanc de peau, couvert d'un énorme tatouage bleu partant de son visage traversant plusieurs parties de son corps, vêtu d'une toge déchirée et muni de ses fameuses chaînes meurtrières. L'un des derniers détails à régler était le nom. Comme je vous l'ai dit, pendant un long stade du développement, celui-ci s'appelait Dominus. Mais son nom fut changé pour 2 raisons. La première, c'était parce que les membres de l'équipe arrêtaient pas de se foutre de sa gueule en disant « Get the door, it's Dominus », en référence au slogan « Get the door, it's Dominos » de la chaîne de restauration Domino's Pizza. La deuxième raison, c'est parce que Dominus, c'est pas un nom, mais un titre honorifique latin pour désigner le maître, le propriétaire d'un lieu. Les équipes trouvèrent le nom Kratos, inspiré par Kratos avec un C, qui lui fut le fils du titan Pallas et Styx, personnification de la force, de la puissance et du pouvoir. Il aurait notamment enchaîné le titan Prométhée. Quant au nom du jeu, celui-ci fut changé pour Omega, puis pour At the Ends of Gods, pour finalement devenir God of War. Si à ce stade il est acté que God of War sera un beat'em up, encore faut-il savoir comment il se jouera. Pour son gameplay, les inspirations sont évidentes. La première, Onimusha, que je citais tout à l'heure, et la deuxième, c'est évidemment Devil May Cry, porte-étendard du genre beat'em all. Comme dans Onimusha, Kratos absorbe des orbes pour améliorer ses armes et ses pouvoirs. Et comme dans Devil May Cry, des zones de God of War sont bloquées tant que tous les ennemis à l'écran ne sont pas tués. Des inspirations intentionnelles que David n'a pas niées. Notre système de combat était tellement superficiel qu'il nous a obligés à créer constamment de nouveaux contenus pour propulser le joueur d'un endroit intéressant à un autre. Beaucoup de membres de l'équipe sont allés dans le bureau du producteur et ont dit « Yaffe ne sait pas ce qu'il fait, mais je sais ce que je fais. Je sentais juste que j'allais m'ennuyer si nous nous contentions de répéter les mêmes trucs pendant tout le jeu. » Comme autre inspiration, on peut citer les caméras de Ico. En effet, lors du DICE Summit de 2002, Lorne Lanning, créateur des jeux Oddworld, était monté sur scène et avait évoqué les caméras fixes de Ico. Et c'est à ce moment-là que David Yaffa, Tim Moss et Ken Feldman, qui étaient dans la salle, se disaient que c'était exactement ce qu'ils devaient faire. Mais le procédé manquait de dynamisme. De fait, ils décidèrent que les caméras seront fixes, mais elles se déplaceront selon le contexte. Pour réaliser de beaux travelling et permettre aux joueurs de voir Kratos en toutes circonstances, David voulait que les décors puissent parfois devenir à moitié voire totalement transparents. Mais Tim Moss refusa. Presque tous les autres jeux avaient des personnages et ou un environnement translucide, mais on aurait dit que je lui demandais d'assassiner ses parents. Ça n'allait pas se faire sous sa putain de direction. Mais les caméras ne sont pas les seules influences d'Ico sur God of War.
À ça, on peut noter les énigmes, fondées sur des mécanismes à actionner, ce qui dans le cas de God of War permettait d'éviter que le jeu se transforme en une succession de combats. Tous les casse-têtes sont uniques. Je ne voulais vraiment pas qu'ils se répètent. Cela a donc pris du temps pour les créer et les réaliser, mais je pense qu'ils contribueront grandement à conférer au jeu un souffle d'aventure. Bon chers amis, je m'excuse d'avance, mais pour bien comprendre la suite de l'histoire de la saga qui nous intéresse, il faut que je vous introduise 3 personnes, dont l'une qui deviendra très importante par la suite. Donc revenons dans le temps, et plus précisément chez Paradox Development. À ce moment-là, le studio développe X-Men Next Dimension. Parmi les gens ayant bossé sur le projet, 3 personnes nous intéressent, Eric Williams et Derek Daniels, 2 fans de jeux de combat, ainsi qu'un certain Cory Barlog, un animateur 3D. Après l'annulation de l'adaptation en jeu vidéo de Kill Bill, Cory Barlog quitte Paradox pour rejoindre Santa Monica et travailler sur ce qui était encore nommé Projet Dark Odyssey. En arrivant là-bas, sa première réflexion était de savoir si les mécanismes pouvaient fonctionner. Pour lui, le projet n'avait pas l'étoffe d'un grand jeu. Mais quand il a commencé à animer Kratos, il se dit que ça pourrait être incroyable, et il s'y est mis comme un dingue, au point de vouloir s'impliquer radicalement dans chaque aspect du jeu. Plus tard, c'est Eric qui rejoindra le projet Dark Odyssey. Et bien plus tard encore, c'est lors d'une finale de championnat de Versus Fighting que Cory et Eric inviteront Derek à rejoindre le projet. Cory et Eric sont venus voir les meilleurs des meilleurs, et m'ont invité à rejoindre Dark Odyssey, dont le nom était désormais God of War. Je savais seulement qu'un type fou le dirigeait, et que c'était l'auteur de Twisted Metal. God of War a énormément été testé en interne. Cela permettait d'observer le comportement des joueurs pour détecter les problèmes de conception. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait de faux pas. Selon David Jaffa, le niveau d'Hades était avec du recul très mal réglé. Bon, il était temps d'écrire un scénario concret. David Jaffa s'est mis à l'œuvre avec sa co-scénariste, Marianne Krautzig. Bon, il était évident que God of War ne serait pas et ne sera jamais une reconstitution historique et fidèle de la mythologie. Nous avons pris beaucoup de liberté. C'est clairement un best-of de la mythologie grecque. Nous avons pris les aspects les plus cool du sujet et avons écrit une histoire autour d'eux. Les aficionados de la mythologie grecque vont peut-être protester, mais je sens que la plupart des joueurs vont apprécier notre choix. Février 2004. L'angoisse monte en interne. God of War allait être montré pour la première fois publiquement à la presse. Mais soudainement, à la dernière minute, David Jaffa est alerté par un de ses collègues. Quelques jours avant que le jeu soit annoncé, quelqu'un dans l'équipe nous a montré un barbare issu de Diablo 2. Problème, ce dernier avait un tatouage bleu similaire à celui de Kratos. Diablo 2 étant sorti en 2000, le copyright suscitait des inquiétudes. J'avais joué à Diablo 1, mais jamais au 2. C'était la première fois qu'on entendait parler de ce personnage. Parce que oui, rappelez-vous, la marque était bleue de base. La solution qui a été trouvée était de changer la couleur bleue en rouge. Parce qu'étant donné que Kratos évolue dans un univers violent, et la violence étant souvent attribuée à la couleur rouge, c'était plus cohérent en plus d'éviter les accusations de plagiat. God of War fut montré pour la première fois en février 2004 lors du Santa Monica Gamers Day. Un petit événement organisé par Sony, mais c'est surtout à l'E3 2004 que God of War sera remarqué et parviendra à surprendre les journalistes. La démo jouable présentait quelques problèmes techniques, dont un particulièrement dérangeant, les caméras faisaient n'importe quoi. Il n'était pas facile d'envoyer Kratos dans la bonne direction. L'E3 était génial pour nous, car nous avons pu voir les zones spécifiques où les joueurs rencontreraient des difficultés avec la caméra. Comme le jeu a une présentation de type cinématographique, chaque caméra est unique à sa pièce. Pour cette raison, les solutions ont tendance à relever du cas par cas. Nous faisons donc des focus tests plus poussés en utilisant les données de l'E3, pour trouver et régler les problèmes. Si vous faisiez partie de ceux qui n'aimaient pas les caméras de Devil May Cry ou Onimusha, alors rien de ce que nous pourrons faire vous fera changer d'avis. Malgré ce salon réussi, David est inquiet. J'étais chez GameSpot et j'ai vu la boîte de God of War, estampillée prochainement, placée en hauteur sur l'étagère, à l'écart. Rien n'avait changé. Certes, le jeu ne faisait que s'améliorer à mesure que l'on approchait du but, mais je me souviens avoir pensé que ça allait être un bide, un désastre. En novembre 2004, le jeu est presque terminé. Il reste encore à le débugger, supprimer le contenu superflu et à le peaufiner. Les développeurs passeront des nuits entières à finir le jeu, parfois jusqu'à 3h du matin. Autrement dit, ils crunchaient. 3 ans de développement qui laissent des traces et génèrent une fatigue physique et psychologique lamentable. Santa Monica Studio a ses liquidités dans le rouge, et n'avait pas rapporté 1 centime à Sony depuis 3 ans. Shannon Studstill négociait une rallonge budgétaire auprès de Shuei Yoshida, à cette époque vice-président de Sony Computer Entertainment of America. Celui-ci répondra « Ok, je vous donne l'argent, mais votre carrière ne tient qu'à un fil. » Shannon Studstill révélera aussi que God of War était l'un des jeux les plus coûteux jamais produits par Sony à cette époque, et que si celui-ci était amené à avoir une suite, ce ne serait pas David Jaffa qui la réalisera.
Le studio abandonne beaucoup d'idées jugées trop ambitieuses pour le hardware de la PS2 ou simplement parce qu'il manque de temps. Nous sommes à la dernière semaine avant sa sortie. Il reste 500 bugs à régler, dont 25 programmations. Mais Tim Moss, génie de l'optimisation, a tout réglé à temps. L'équipe le sait, elle tient un bon jeu. En interne, tout le monde s'amuse sur celui-ci, ce qui est très bon signe. C'est après 3 ans de développement long et compliqué que le premier God of War sortira le 22 mars 2005 aux États-Unis et le 22 juin 2005 en Europe. Le jour de la sortie, un ami m'a envoyé un message pour me dire qu'il y avait la queue devant un magasin de jeux vidéo. Je pensais que c'était des conneries. Mais c'était vrai. God of War cartonnera. Alors sans pour autant atteindre des chiffres démentiels, le titre se vendra globalement bien sur la durée, atteignant finalement les 4,6 millions d'exemplaires vendus. Un joli succès pour une nouvelle licence. Quant à l'accueil de la presse, le jeu réussira à les surprendre dans le bon sens, l'accueil du public sera lui aussi favorable. Bref, une belle première victoire pour Santa Monica Studio. God of War raconte l'histoire de Kratos, un ancien chef spartiate qui lors d'une bataille implora Arès, le dieu de la guerre, de lui sauver la vie en échange de sa servitude. Arès, voyant un grand potentiel en Kratos pour devenir son grand guerrier, accepta et sauva Kratos et ses hommes et lui donna les lames du chaos. Un jour, Arès demanda de brûler un village qui vénérait Athéna. Mais ce que Arès n'avait pas dit à Kratos, c'était que sa femme et sa fille étaient dans ce village. Kratos, n'ayant pas regardé avant de lancer ses lames, exécuta accidentellement sa femme et sa fille. Arès lui dit qu'il a mis sa femme et sa fille sur sa route pour qu'ils deviennent sans pitié. Kratos, meurtri par ses actes et la trahison d'Arès, brisa sa promesse et jura vengeance envers Arès. Pour se faire pardonner, Kratos servit les dieux de l'Olympe pendant 10 ans. Sa dernière mission l'amène à Athènes, où il devra tuer Arès. Pour ce faire, il devra trouver la boîte de Pandore, aidé d'Athéna afin de vaincre Arès. Si je devais très rapidement résumer mon avis sur God of War, je dirais que c'était sympa, mais ça a vieilli. Comme je l'ai déjà dit, God of War appartient au genre du beat'em all, et est donc un beat'em up. La structure de God of War est assez classique. Vous avancez de façon linéaire tout du long du jeu, et vous alternez constamment entre combats et petites énigmes à résoudre. Comme je l'ai dit, Kratos a eu don des lames du chaos, et c'est avec celles-ci que vous combattrez. Elles sont simples à manier, et elles ont une bonne portée de loin comme de près. Pour faire une attaque légère, il faut appuyer sur la touche carré, et pour faire des attaques lourdes, il faut appuyer sur la touche triangle de votre manette PlayStation. Vous débloquerez aussi des pouvoirs au fur et à mesure du jeu, vous pourrez les utiliser en les sélectionnant avec la croix directionnelle, et en appuyant sur L2, ce qui consommera un petit bout de votre barre de magie, représenté par la barre bleue en haut à gauche, juste en dessous de votre barre de vie, représentée en vert. Le premier pouvoir que vous recevrez est la colère de Poséidon. Il fait apparaître des éclairs autour de vous qui feront plusieurs coups aux ennemis. Un pouvoir plutôt pratique si on se sent submergé d'ennemis. Le deuxième pouvoir est le regard de la méduse. Celui-ci vous permet de figer les ennemis en pierre, ou vous pourrez les briser, mais ne tardez pas car ils peuvent se défiger rapidement. A noter que ce pouvoir ne marche pas sur tous les ennemis. Un pouvoir pratique dans les situations désespérées, mais qui est un peu lent à utiliser. Le troisième, c'est la foudre de Zeus. En gros, Zeus vous donne un nombre infini d'éclairs que vous pourrez lancer sur des ennemis, qui vous tirent dessus de loin. Ce pouvoir servira dans des situations précises et est de fait le pouvoir qu'on se servira le moins. Le quatrième et dernier pouvoir est l'armée d'Hadès. Celui-ci fait apparaître des âmes qui attaqueront vos ennemis brutalement. Un bon pouvoir, mais qui intervient un peu trop tard dans le jeu à mon avis. Oh, et alors, ce n'est pas un pouvoir, mais il y a un moment où Artemis vous donnera sa lame comme nouvelle arme. Très bonne arme, puissante, mais un peu lourde à la prise en main. Vous pourrez switcher entre elle et les lames du chaos en appuyant sur L1 et R1 en même temps. Nos armes ainsi que nos pouvoirs pourront être améliorés dans ce que j'appellerais une grille d'amélioration. Pour les améliorations, il faudra les remplir d'une jauge d'orbes rouges. On peut récolter des orbes rouges en cassant des trucs, en tuant des ennemis ou en ouvrant des coffres. Et il en est de même pour la magie représentée par des orbes bleus et pour la vie représentée par des orbes verts. Vous trouverez aussi des coffres avec des yeux dedans qui vous serviront à augmenter votre barre de vie ou des plumes qui augmenteront votre barre de magie. Rajoutez à ça des nouveaux combos débloquables avec des améliorations et vous obtenez un système de combat relativement riche qui est clairement la plus grosse force du jeu. C'est un des points qui à mon sens a le moins vieilli du jeu. Kratos est aussi étonnamment très maniable, ce qui aide en combat, mais pas lors des phases de plateforme. Alors ce que j'entends par plateforme dans le cas de God of War, ce sont les moments où on saute sur des plateformes, mais aussi quand on fait l'équilibriste ou quand on escalade des murs. En fait le problème c'est que non seulement ces phases ne sont pas agréables, mais Kratos étant très maniable, il arrivera régulièrement qu'il glisse ou que sa hitbox soit imprécise. Pour le coup j'ai juste trouvé ces phases mauvais, et le temps n'a sans doute rien arrangé. D'ailleurs j'aimerais justement parler des points qui ont vieilli. À commencer par les énigmes.
Si elles sont globalement bonnes et la forme varie, dans le fond elles consistent souvent, pour ne pas dire constamment, à pousser des caisses ou tirer des leviers pour accéder à quelque chose. En fait, ce qui a vieilli dans leur cas, c'est surtout leur forme, contrairement au fond qui reste pertinent. Autre point, les QTE. Je n'en ai pas parlé jusqu'ici, mais God of War ainsi que Resident Evil 4 étaient les deux jeux ayant popularisé les QuickTime Events. Le QuickTime Event est une formule qu'on doit à Yu Suzuki. Ce terme fut employé pour la première fois lors d'une présentation du premier Shenmue. Un QTE consiste à appuyer sur une ou plusieurs touches lors d'une petite fenêtre de temps pour exécuter une action précise et contextuelle. Dans le cas de God of War, je trouve ce système de QTE nul. Les fenêtres de temps pour appuyer sur une touche sont trop courtes, il y a des fois où il faut marteler comme un dingue la touche rond pour qu'au final l'ennemi s'en sorte à la dernière minute, et le pire du pire, quand vous ratez des QTE sur un ennemi et que vous voulez retenter, bah pas de bol, c'est plus les mêmes touches. Autre truc que je trouve nul, les combats de boss qui, en vrai, sont décevants et inintéressants. Avant de conclure sur God of War, j'aimerais vite fait parler de l'histoire. À titre personnel, je l'ai trouvée plutôt bonne, bien que très simple, mais bon, au moins c'est un bon prétexte pour donner envie de jouer, et il y a même des moments où la caméra se permet de faire des belles mises en scène, autant dans le jeu que dans les cinématiques. Bref, comme j'ai dit, je trouve ce premier God of War sympa, mais il a aussi vieilli sur bien des aspects, quand il n'est pas simplement très moyen sur d'autres. Mais bon, il était le premier de sa saga, donc bon, après tout, c'est normal qu'il fasse des erreurs, d'autant plus que si on prend en compte son développement qui fut très complexe. Comme je l'avais dit, God of War était un grand succès. C'est naturellement qu'une suite fut mise en chantier. Mais il faut savoir que Santa Monica discutait déjà d'une suite en décembre 2004. Mais cette fois, ce n'est pas David Jaffa qui la réalisera. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est que David Jaffa est à bout. Ses 3 années de développement l'ont épuisé. Il a pris une vingtaine de kilos liés au stress, et il a grandement négligé sa vie de famille. L'autre raison, c'est parce que la quarantaine d'employés du studio n'a pas très envie de le voir reprendre les commandes. Les employés ne se gêneront pas de faire des blagues ou des remarques à son égard. David Jaffa se contentera de superviser de loin God of War 2, mais n'aura aucune influence sur la suite. Mais du coup, qui va remplacer David Jaffa au poste de Game Director ? Une liste de noms circule et ce sera finalement Cory Barlog qui sera choisi pour diriger cet opus. Remarqué pour sa dévotion dans l'animation et plus globalement la plupart des aspects du premier jeu, il s'était forgé un capital sympathie auprès de ses camarades. C'est en décembre 2004 que Shannon Stud Steele était venu voir Cory Barlog pour lui proposer le poste. La productrice, qui était maintenant directrice du studio, est venue me voir début décembre 2004, juste avant la sortie de God of War, et m'a dit « David pense qu'il ne va pas continuer à faire ça, il veut passer à autre chose. » Nous avons commencé à recueillir auprès de l'équipe des noms de personnes qui pourraient diriger le jeu, et le tien ne cesse de revenir. J'ai ri et regardé autour de moi s'il n'y avait pas de caméra, parce que j'ai pensé que cela faisait partie du documentaire et qu'il se moquait de moi. Le développement de God of War 2 commencera en 2005, juste après le succès critique du premier God of War. Et à peine commencé qu'il y a déjà un problème. Et ce problème, c'est sur quelle machine God of War 2 devrait être développé. À cette époque, Sony devait nourrir 3 consoles, la PS2, la PSP et la future PS3, qui allait sortir 2 ans plus tard et auquel il fallait des jeux au lancement. La PSP est éliminée. La question est donc, est-ce que le studio est-il prêt à passer à la génération suivante ? Il y a eu beaucoup de discussions et de débats en interne, mais c'est finalement Shannon Stud Steele qui demandera à faire le jeu sur PS2, car à ce moment-là, la console avait franchi la barre symbolique des 100 millions d'exemplaires vendus, ce qui offrait un plus grand nombre de potentiels d'acheteurs. Avant de passer à la création du jeu, le studio a agrandi son effectif, passant de 45 à 60 employés. Shannon Stud Steele, désormais directrice du studio, est remplacée au poste de directrice par Steve Catterson. Charlie Wen a eu le droit à une promotion, il est nommé directeur artistique. Ce dernier embauche 4 personnes dont Andy Park, célèbre pour avoir dessiné pendant 3 ans les comic books Tomb Raider. Une réunion fut organisée pour savoir à quoi allait ressembler God of War 2. Le concept qui revenait souvent était de proposer des missions distinctes les unes des autres au lieu d'une aventure linéaire. Tim Moss, toujours présent, s'y oppose et préfère un soft plus proche de l'esprit original plutôt que de partir dans une autre direction. Il préférerait prendre en compte et corriger les défauts du premier épisode. Pour le scénario, Cory Barlog sera lui aussi aidé de Marianne Krotzik, mais aussi de son père James Barlog, lui-même romancier. Le père ne veut pas laisser son fils l'éclipser. Ce conflit avec le père est l'essence du jeu entier. Lorsque mon père et moi avons écrit le premier jet, j'essayais de l'entraîner dans une direction assez dingue. Et mon père n'arrêtait pas de dire « Est-ce vraiment le bon choix ?» Je lui disais « Oui, ça va fonctionner ». Nous ne cessions d'argumenter et de nous disputer à ce sujet. Et c'est à travers ces engueulades que nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une histoire sur un père et son fils. Le fils arrive à un stade où son père a peur de lui. Un thème qui reviendra bien plus tard dans la saga. Pour concrétiser les ambitions de Barlog, l'équipe de programmation accomplira des miracles.
Les décors gagneront énormément en ampleur, Kratos passera de 900 à 1500 animations et les textures gagneront en résolution. Quant au système de combat, son code fut complètement réécrit. Nous avons essayé plein de choses en concevant le premier jeu, ce qui a inévitablement conduit à du code spaghetti, désordonné et peu clair. Le programmeur responsable de ce système a donc passé beaucoup de temps à parler aux concepteurs qui l'utilisaient. Ils ont décidé de jeter l'outil d'édition de God of War et d'en créer un nouveau pour God of War 2. Cela a conduit à 2 mois de transition, mais cela a donné des ennemis plus variés. Beaucoup d'étapes de programmation sont maintenant automatisées, ce qui a permis aux concepteurs des combats d'avoir les mains libres sans constamment se référer à des programmeurs pour valider leurs idées. 22 mars 2006, God of War 2 est montré une première fois à la GDC, puis plus tard à l'E3 2006. La présentation enflamme les joueurs et les journalistes, qui attendent fortement cette suite. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le mauvais départ de la PS3 va l'aider. Avec un prix de départ à 578 francs, ainsi qu'une polémique sur le downgrade graphique de certains jeux, les joueurs préférant se tourner vers les dernières exclusivités de la PS2, qui utilisaient toute la puissance de cette dernière. Ce qui profitera sur le moment à God of War 2, mais qui aura des répercussions en interne ainsi que sur le futur de la licence. C'est après 2 ans de développement que God of War 2 sortira le 13 mars aux États-Unis et le 27 avril en Europe. Comme pour le précédent, les joueurs et la presse seront conquis. Le jeu se vendra à 4,2 millions d'exemplaires à travers le monde. À la suite de sa victoire contre Arès, Kratos est devenu le dieu de la guerre. Mais ne pouvant oublier ses actes passés, Kratos essayera de trouver du réconfort dans l'armée spartiate. Mais son désir de conquête inquiéta les dieux de l'Olympe, surtout Zeus qui décida de piéger Kratos avec la lame de l'Olympe, en le faisant redevenir mortel avant de l'embrocher. Mais Gaïa, mère des titans et accessoirement narratrice du premier jeu, nous dit 3 choses. Premièrement, qu'elle a regardé toute la vie de Kratos comme si c'était une bête de série. Deuxièmement, elle et les titans furent autrefois en guerre avec les dieux de l'Olympe et qu'ils cherchent aussi à se venger de Zeus. Et troisièmement, elle dit à Kratos de trouver les sœurs du destin et d'utiliser leur pouvoir pour revenir dans le temps au moment où Zeus l'a trahi. Gaïa ressuscite Kratos, celui-ci aidé de Gaïa se rend sur l'île des sœurs du destin, Kratos les tue, ils récupèrent leur pouvoir et remontent dans le temps pour combattre Zeus, et au moment où Kratos s'apprête à tuer Zeus avec la lame de l'Olympe, Athéna s'impose devant Kratos, qui la tue accidentellement. Et dans son dernier souffle, elle lui révèle que Zeus est son père. Cette révélation qui était censée calmer Kratos, mais à l'inverse, celui-ci pète un câble et réutilise le pouvoir des sœurs du destin pour revenir à l'époque de la guerre entre les dieux et les titans, et il ramène les titans dans le présent pour aller en finir avec les dieux grecs, et le jeu se termine sur un cliffhanger et la suite se passera dans God of War 3. Alors oui, je vous ai raconté toute l'histoire de God of War 2, mais pour expliquer celle de God of War 3, j'étais obligé, et à vrai dire, pour le coup, je considère pas que c'est une grande perte. Mais à part ça, qu'est-ce que je pense de God of War 2 ? Et bah pour moi, God of War 2, c'est un peu comme God of War 1, mais en légèrement mieux. Le jeu reprend les mêmes contrôles que pour le précédent, c'est toujours carré et triangle pour frapper, et j'avais oublié de le dire, mais c'est toujours L1 pour se protéger. Pour ce qui est des améliorations, les combats sont plus fluides et permissifs, l'escalade a été améliorée, ce qui rend les phases plus agréables, les phases de plateforme et d'équilibriste sont moins présentes, il y a un système de balancement avec les lames plutôt sympa, de nouveaux pouvoirs secondaires comme l'amulette des moires qui permettent de ralentir le temps pendant quelques secondes si une statue avec une pierre verte se trouve dans la salle, ou encore les ailes d'Icare qui nous permettent de planer. Le jeu est encore plus beau que le précédent, même si, évidemment avec notre regard contemporain ça a vieilli, les environnements sont plus grands, et j'ai bien aimé les 2 phases à poney volant. Mais malheureusement, God of War 2 reprend aussi les quelques défauts du premier. Les énigmes, qui tout comme dans le premier sont dans le fond pertinentes, mais qui ont une forme qui ont vieilli. D'ailleurs, je comprends pas le délire de foutre une pelletée d'ennemis dans une énigme déjà complexe de base. Les combats de boss sont moyens, à l'exception du colosse du début de jeu, des Sœurs du Destin et de Zeus. D'ailleurs, pour certains, je n'avais même pas compris que c'était des combats de boss sur le moment. Les nouveaux pouvoirs sont des copies de ceux du précédent jeu. Le scénario tient sur un post-it, bien que reste un bon prétexte, et c'est tout. Non vraiment, c'est tout. Je considère God of War 2 comme une suite sympa sans plus, qui si elle améliore légèrement les bases du premier et qui est tout aussi sympa à jouer, n'arrive cependant pas à transcender ni à pousser à bout sa formule, contrairement à son prochain épisode. Le développement de God of War 3 commencera juste après la sortie du deuxième en 2007. Si God of War 2 a eu un aussi bon succès que le premier, ce n'est pas pour autant la joie à Santa Monica Studio. À vrai dire, c'est plutôt la confusion. À la suite du succès de God of War 2, plusieurs têtes quittent le navire. La première est Charlie Wen, character designer de Kratos, remplacé par Cecil Kim, qui était concept artiste depuis le premier épisode.
Mais c'est aussi au tour de David Jaffe de quitter définitivement l'aventure God of War en quittant Sony. Mais ce sont aussi au tour de Derek Daniels et Eric Williams, responsables du système de combat, qui s'en vont. Mais le départ le plus important, qui intervient lors de la pré-production de God of War 3, est celui de Cory Barlog. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est Eric Williams, qui était presque un directeur assistant pour moi. Ne plus l'avoir pour God of War 3 a été un déclic pour me dire « Ok, ce n'est plus comme avant ». Même s'il y a toujours une équipe extraordinaire là-bas, ces types sont fantastiques et savent exactement ce qu'ils font, mais j'aimais vraiment travailler avec Eric. Rajoutez à ça la fatigue, le stress et le temps qu'exige le développement d'un God of War. Mais contrairement à ce que vous êtes peut-être en train de penser, Cory Barlog est très loin d'en avoir fini avec Kratos. Mais pour l'heure, il n'est plus là. Ce sera finalement Stig Asmussen, lead environment artist sur le premier jeu, et directeur artistique sur le second, qui réalisera ce troisième volet. Cependant, il est compliqué de mesurer l'influence de Stig sur God of War 3, parce que Cory Barlog était tout de même présent les 8 premiers mois du développement. Il a donc évidemment eu un impact majeur sur le jeu. C'est d'ailleurs lui qui a présenté le concept original, dont une grande partie serait restée intacte. Pour l'histoire de ce troisième volet, c'est Marian Krotzik, co-scénariste des précédents volets, qui cette fois-ci sera entièrement seul à l'écriture de ce volet, avec quelques modifications de Stig. Stig qui a ressenti un énorme poids sur les épaules. Nous voulons montrer et partager tellement de choses que les regrouper peut créer une sorte de pression. Le deuxième gros défi pour le développement de God of War 3, c'est la PS3. Alors un peu plus tôt je vous parlais du démarrage foireux de la PS3, mais il faut savoir que ça l'a infecté pendant la majorité de la 7ème génération. Les premières exclusivités étaient accueillies tièdement, le prix a mis longtemps à descendre parce qu'il a fallu un changement de PDG de Sony pour que ça se fasse. Après un prix descendu à 388 francs, l'enjeu était de rehausser la vente de la console avec les futures exclusivités, dont God of War 3. Santa Monica Studio va très vite porter le deuxième opus sur PS3 afin de reproduire les animations sur PS3. Mais plutôt que de bâtir un nouveau moteur, ils ont décidé d'en renouveler certaines parties au cours du développement. Le moteur de Santa Monica Studio était modulable, c'est-à-dire qu'il était découpé en plusieurs morceaux qui peuvent être remplacés un par un, en temps et en heure, pour profiter de la PS3. Par exemple, au début du développement du jeu, c'est le système de collision du 2 qui a été utilisé. Mais 6 mois après, il a été remplacé par un autre tout neuf, ce qui a permis une transition plus douce entre les deux machines. Pour édifier cette grosse production à 44 millions de dollars, un budget sensiblement plus grand que la moyenne des AAA de l'époque, l'effectif de Santa Monica Studio est passé de 60 à 132 employés. C'est notamment le département visuel qui voit sa taille augmenter. Développer sur PS3 demandait plus de temps. Dans les précédents épisodes, la modélisation d'un simple monstre prenait environ 5 jours. Mais ici, un résultat probant demandait plusieurs semaines. God of War 3 sera montré une première fois à l'E3 2009. Comme pour les précédents, il est accueilli avec un grand enthousiasme par les fans. C'est après 3 longues années de développement que God of War 3 sortira le 16 mars 2010 dans le monde. Beaucoup de membres de l'équipe travaillent sur la saga God of War depuis 7 ans. Donc pour beaucoup d'entre nous, c'est une énorme libération, un sentiment d'épanouissement et de satisfaction, de voir une trilogie réalisée du début à la fin et de pouvoir dire avec une certaine assurance que nous avons fait de notre mieux. Nous avons réussi à rendre chaque projet meilleur que le précédent. God of War 3 raflera tout sur son passage. Tout d'abord pour les fans qui pour beaucoup considèrent encore cet épisode comme le meilleur de la saga, la critique aussi sera conquis, et il a aussi été un gros carton commercial, vendant 1,1 million de copies en première semaine, et il est aujourd'hui à 5,1 millions d'exemplaires vendus. Et à l'époque, il était le plus gros succès de la saga. Bon, ce qui aurait dû être le dernier volet de la saga. God of War 3 commence juste après les événements de God of War 2. Kratos et les titans montent le mont Olympe. Et à peine le jeu commence qu'on combat directement Poséidon. On le tue, Kratos et Gaïa arrivent au sommet, mais Zeus leur lance un éclair qui les fait tomber. Et Gaïa trahit Kratos pour sauver sa peau. Kratos survit à sa chute en atterrissant dans le Styx. Kratos, fou de rage, jure de tuer Gaïa et tous les dieux de l'Olympe une bonne fois pour toutes. Pour accomplir son ultime objectif, Kratos devra réouvrir la boîte de Pandore, en retrouvant cette dernière justement, que Zeus cache quelque part dans l'Olympe. Et c'est ainsi que vous partirez à sa recherche en exécutant une pelletée de dieux sur la route. Et franchement, j'ai trouvé ce God of War 3 très bon. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mon opus préféré de la saga. En revanche, je pense que c'est la meilleure version de la formule, ou du moins sa plus aboutie. Le jeu est encore plus beau, les musiques sont épiques, et c'est encore plus gore. Le combat est toujours aussi satisfaisant, et les nouvelles armes et les pouvoirs sont tous aussi agréables à manier. La première arme que vous aurez sera les lames de l'exil, qui sont l'équivalente des lames du chaos à la différence qu'elles peuvent déclencher une attaque spéciale en appuyant sur R2, qui forme un bouclier de Spartiate autour de vous, avant de transpercer tout ce qu'il y a autour.
La deuxième, c'est les griffes d'Hadès, qui permettent d'arracher les âmes ainsi que de lâcher ce qui me semble être l'âme d'un cerbère, en appuyant sur R2. La troisième, c'est les zestes de Némée, qu'on a volé à Hercule après lui avoir massacré la tête. Ces gants sont tellement puissants qu'ils peuvent one-shot un ennemi standard, ou faire de gros tremblements de terre en appuyant là encore sur R2, et peuvent aussi détruire des grosses pierres bleues. La quatrième et dernière arme, c'est les fouets de Némésis, qui en gros sont des lames électriques puissantes, pouvant activer des mécanismes et créer des boules électriques pour faire des dégâts aux ennemis. 4 armes qui, comme je vous l'ai dit, sont puissantes et agréables à manier. Rajoutez à ça les ailes d'Icare que l'on possède toujours et qui nous vaudra quelques phases de chute ou de vol franchement dispensables. Un arc qui tire des flèches enflammées et qui peut brûler des ronces. Ainsi que la tête d'Hélios qui nous servira de lampe torche et qui pourra aveugler des ennemis ou révéler des coffres cachés. Oui, il s'agit bien de la tête d'Hélios. Tiens d'ailleurs en parlant de Dieu. Comme je vous l'ai dit, vous allez combattre beaucoup de divinités olympiennes. Enfin un God of War avec des bons combats de boss et la mise en scène soignée, aux musiques épiques, sur lesquelles on va pouvoir lâcher toute notre puissance sur tel ou tel dieu. Sans oublier le fait que les boss en question sont des divinités connues de la mythologie grecque. Il y a en tout 7 combats de boss dans lesquels vous vous affronterez Poséidon, Hadès, Hermès, Hercule, Chronos, la reine des scorpions, et évidemment Zeus. Alors oui, je sais, Chronos n'est pas un dieu, mais un titan. Mais bon, ça change pas le fait qu'on va lui ouvrir le bide. À titre personnel, les combats que je retiens, c'est ceux contre Zeus, surtout pour sa première phase qui se joue en 2 dimensions, Chronos pour son gigantisme et sa mise en scène, et Hadès pour son exécution au QTE. D'ailleurs, les QTE, alors certes, ils paraissent toujours aussi datés, mais déjà la fenêtre de temps est moins courte que dans les 2 premiers, et puis surtout, ils apparaissent sur le bord de l'écran avec une sorte de clignotement sur le bord, qui je trouve est plus pratique. Les énigmes aussi auxquelles je reprochais d'avoir une forme datée, ont gagné en complexité tout en gagnant en modernité, sans pour autant impacter le fond. D'ailleurs, parmi ce que je reprochais aux 2 premiers volets, il y avait aussi les phases de plateforme et d'équilibriste, qui dans cet opus ont disparu. En effet, il ne reste plus que la grimpette qui est comme dans les 2 précédents. En revanche, elles ont été remplacées par 2 mini-jeux un peu cons dont je me serais bien passé. Mon seul vrai regret, c'est le personnage de Pandore que je trouve sous-développé, ou du moins pas très attachante. Ce qui est probablement dû au fait qu'on la rencontre vers la fin du jeu. Sans transition, j'aimerais parler de 2 choses qui m'ont un peu étonné avec ce 3e volet. Tout d'abord, ses caméras. Ce qui m'a étonné, c'est que pour la première fois dans la saga, la caméra se rapproche plus souvent de nous, devenant presque une caméra épaule. L'autre point qui m'a surpris, c'est que là aussi pour la première fois dans la saga God of War, on revient dans certains lieux qu'on a visités bien plus tôt. Jusqu'ici, dans les précédents jeux de la saga, l'aventure était linéaire et on allait d'un point A à un point B. Dans God of War 3, l'aventure est aussi linéaire, mais il arrivera régulièrement qu'on refasse des détours, ce qui certes ne dure pas longtemps, mais qui avec du recul sont très présents. Mais c'est comme si le jeu arrivait parfaitement à trouver un équilibre sans flinguer son rythme. Bref, vous l'aurez compris, God of War 3, c'est très bien. God of War 3, c'est une suite qui a poussé au bout sa formule tout en réussissant à gommer les défauts des précédents. Cependant, je trouve sincèrement que cette formule a aussi presque été poussée à sa rupture. Et que faire un nouveau God of War avec celle-ci risquerait de saouler le public et le jeu ne serait pas intéressant à jouer. Mais faut croire que Sony et Santa Monica Studios ne l'avaient pas compris. A la suite de ce qui avait été annoncé comme le dernier God of War, Santa Monica, voyant l'énorme succès de God of War 3, décidera de mettre 2 nouveaux God of War en chantier. Une décision qui se révélera être une grave erreur. Le premier à être mis en chantier, c'est God of War Ghost of Sparta. Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas parler des épisodes PSP. Mais pour que vous compreniez la suite des choses, il faut que je vous parle de son accueil. Quand God of War Ghost of Sparta sort, le public est mitigé et il en est de même pour la presse, à part du côté des États-Unis qui est plus indulgent. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le public n'est plus aussi confiant envers la saga God of War, et commence même à se demander si elle touche à sa fin. Ce qui nous amène à God of War Ascension. Alors juste, sachez qu'avant de parler d'Ascension, je n'ai pas réussi à trouver énormément d'infos, donc j'ai préféré garder le plus pertinent. Le développement de God of War Ascension commencera en 2010. Stig Asmussen, game director sur God of War 3, n'a pas voulu se charger d'Ascension, préférant préparer une future nouvelle licence pour le studio. C'est finalement Todd Papy, level designer sur les 2 premiers God of War et concepteur en chef sur le 3ème, qui deviendra game director pour God of War Ascension. Bon à peine commencé qu'un énorme obstacle évident se dresse devant Todd, qu'est-ce qu'il y a encore à raconter avec God of War ? Prolonger God of War 3 ? Impossible. En faire un spin-off sur PSP ? Impossible, Sony ne vend plus de consoles portables. Faire un préquel ?
Et bah, c'est ce qui a été choisi. À la fin de God of War 3, Kratos était une enflure, à vrai dire. Je pense que certaines personnes se sentaient connectées avec lui, mais c'était juste parce qu'elles avaient suivi son parcours depuis le début. Ce n'était pas un personnage très sympathique par rapport à God of War 1, dans lequel il était impitoyable, mais présentait un autre visage que vous pouviez comprendre. C'est cet autre aspect de Kratos que je voulais faire passer. Je me suis dit qu'une préquelle serait la meilleure façon de le faire. Le 19 avril 2012, Sony dévoile l'existence d'Ascension avec une bande-annonce à l'E3 2012. Et c'est après 3 ans de développement que God of War Ascension sortira le 12 mars 2013 dans le monde entier. Et l'accueil fut catastrophique. Du côté de la presse, le jeu atteint la moyenne, et du côté des ventes, le jeu signera la pire performance commerciale de la saga, avec 2,4 millions de ventes, et attention, je parle pas des chiffres de première semaine, là je parle du tout global. Mais le pire, c'est du côté des joueurs. Et la personne qui résume à mon avis le mieux ce que les gens pensaient de God of War après la sortie d'Ascension, bah c'est Cory Barlog. After Ascension, they did this thing to check how the audience felt about God of War, right? The overwhelming vibe was that they were done with Kratos. You know, Kratos either needed to go away or needed a fresh start. Encore aujourd'hui, God of War Ascension est considéré comme le moins bon épisode par les fans et la critique de manière générale. Mais est-ce qu'il est si mauvais que ça ? L'histoire de God of War Ascension se déroule peu de temps avant les événements du premier God of War. Juste après que Kratos aille briser son serment envers Arès. Pour ne pas avoir respecté son serment, les Erin ont décidé de torturer Kratos ainsi que de lui faire oublier le souvenir du jour où il a assassiné sa famille. Les Erin sont des créatures mi-dieu, mi-titan, mi-mortel, mi-tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Elles sont les gardiennes de l'honneur et veulent faire payer Kratos pour sa trahison envers Arès. L'objectif de Kratos est de tuer les Erin pour retrouver ses souvenirs ainsi que se libérer de son serment envers Arès. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, God of War Ascension, c'est vide. Ça n'apporte rien et surtout, ça n'a rien à dire. Le combat est le même que dans les autres épisodes, sans rien apporter d'original. Les pouvoirs de God of War 3 sont littéralement greffés à nos armes. Certains combats sont illisibles à cause de la caméra qui pour la première fois dans un God of War est foireuse. Les énigmes sont passables. La direction artistique est moche, les ennemis et les boss sont d'un ennui mortel. Mais surtout, comme je l'ai dit, ça n'a rien à raconter. Déjà le scénario qui est une catastrophe et qui essaye de rester cohérent avec celui du premier jeu, mais qui n'y arrive jamais à nous faire croire à ce qu'il raconte, ce qui crée un manque total d'intérêt. Surtout pour les combats de boss qui essayent d'être aussi spectaculaires que ceux du 3, mais la mise en scène et le gameplay marchent pas parce qu'ils en font des tonnes, soit parce que la sauce ne prend pas dû à ce manque d'intérêt. God of War Ascension, c'est un jeu dans lequel je me suis profondément ennuyé. C'est un jeu qui a préféré capitaliser sur les précédents opus sans rien apporter ou modifier quoi que ce soit. Les 3 premiers jeux aussi capitalisaient sur ce qu'avait apporté le précédent, mais au moins ils amélioraient ou poussaient au bout certains aspects. D'ailleurs c'est pour ça que je vous ai pas plus parlé de son développement, qui est juste inintéressant. God of War Ascension, c'est l'opus de trop qui prouve que l'ancienne formule de God of War ne marche plus, et qui aurait eu pour seule conséquence de mettre la saga au repos quelques années. Après la catastrophe que fut Ascension, Santa Monica Studios était dans une impasse créative. Il était temps de passer à autre chose. Mais toutefois, tout ne va pas se passer comme prévu. Comme je l'avais dit, après le développement de God of War 3, Stig Asmussen était fermement décidé à concevoir une nouvelle licence à Santa Monica Studios. Ce projet, il porta le nom de Internal 7. Internal 7, c'était censé être un jeu qui devait se dérouler dans un monde futuriste, à la cyberpunk, mais qui ne verra malheureusement jamais le jour. Après l'échec commercial d'Ascension, le projet Internal 7 coûtait trop cher pour Santa Monica, qui fut contraint de l'annuler après 3 ans et demi de développement, et prit la lourde décision de licencier une 50aine de personnes. Après cette annulation, Stig Asmussen quittera Santa Monica pour aller chez Respawn Entertainment, où il dirigera Star Wars Jedi Fallen Order. Autre départ important, celui de Tim Moss. Lead programmeur depuis le premier God of War, quittera lui aussi Santa Monica pour rejoindre Riot Games, que vous connaissez pour avoir créé le jeu le plus diabolique de tous les temps. Mais au milieu du développement de Internal 7, une certaine personne est revenue à Santa Monica, et cette personne, c'est Cory Barlog. Comme je vous l'avais dit, Cory Barlog avait quitté Santa Monica après les 8 premiers mois de développement de God of War 3. Alors je vous ai déjà dit une bonne partie des raisons de son départ, mais il y en a une que je ne vous ai volontairement pas dite. Après la sortie de God of War 2 en 2007, Cory Barlog fut approché par une légende du cinéma, George Miller.
réalisateur de l'entièreté de la saga Mad Max, qui demanda à Cory Barlog s'il était intéressé de venir travailler avec lui sur un projet en rapport avec son futur Mad Max Fury Road, sur lequel Miller travaillait déjà depuis des années. Cory Barlog accepta et travailla pendant 2 ans aux côtés de George Miller. Malheureusement, le projet sur lequel bossait Cory fut annulé, mais s'il y a bien une chose qu'il a retenue de ces 2 ans, c'est la manière dont George Miller a complètement bouleversé sa vision sur le développement de personnages. Au cours des années où j'ai travaillé avec lui, je crois que j'en ai plus appris sur l'histoire et le développement de personnages que je n'aurais pu le faire avec 10 diplômes d'études supérieures. Après avoir bossé quelque temps pour Crystal Dynamics, Cory Barlog reviendra finalement à Santa Monica Studios 6 ans après son départ. En effet, il avait gardé contact avec Shannon Studstill. Et quand il est revenu, il a voulu parler avec elle et lui a dit « Je souhaite faire quelque chose avec beaucoup de cœur. Je veux faire un jeu qui signifie quelque chose, que personne n'attend. Et je pense que je veux le réaliser au sein de God of War. » Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Cory Barlog a eu envie de revenir à God of War ? Eh bien parce qu'il est arrivé un événement important dans la vie de Cory Barlog au cours de ces 6 dernières années, il est devenu père. Et cette paternité, qui était récente pour lui à ce moment-là, le fera repenser à Kratos. Et petit à petit, il a commencé à penser à une histoire sur ce dernier qui lui était personnelle, et c'est avec cette envie de la raconter qu'il est revenu à Santa Monica. D'ailleurs, il ne fut pas le seul à revenir à Santa Monica, puisque Eric Williams et Derek Daniels sont eux aussi revenus. Eric en tant que design consultant, et Derek en tant que design director. Été 2013. Les premières ébauches de cette nouvelle histoire de Kratos sont couchées sur papier. Au départ, c'est une petite équipe de 25 personnes, dirigée par Cory Barlog, qui se chargeait de ce nouveau God of War, pendant que les autres membres du studio étaient occupés à travailler sur Eternal 7. Et le but était que l'équipe s'agrandisse petit à petit. Mais suite à l'annulation d'Eternal 7, cette petite équipe a dû accueillir 110 personnes avec plus de 9 mois d'avance comparé à ce qui était prévu de base, et Cory Barlog et son équipe étaient pas prêts. C'était la panique. Il y avait un climat de suspicion. Ils se demandaient ce qu'on fabriquait et pourquoi on ne savait pas encore quel jeu on allait faire. On leur répondait « Mais vous êtes en avance !» À la suite de ce coup dur, le studio ne perdit pas espoir et décida de déménager leur local pour marquer un nouveau départ. Il y a eu beaucoup de doutes sur la direction qu'allait prendre l'histoire de ce nouveau God of War, qui, contrairement aux anciens, allait avoir une histoire bien plus importante. Le gros changement scénaristique que Cory Barlog a voulu opérer a été que Kratos redevienne père. Dans le script d'origine, l'histoire se passait dans un royaume égyptien de la mythologie égyptienne, et le garçon censé accompagner Kratos n'était pas son fils. Finalement, il fut grandement modifié. Le garçon était bel et bien le fils de Kratos, et l'histoire allait finalement se passer dans le royaume du Nord, de la mythologie nordique. Les équipes de Santa Monica s'étaient aussi lancé un énorme défi, faire de ce God of War un gigantesque plan séquence. Pour ceux qui ne le savent pas, au cinéma, un plan séquence est un plan qui consiste à capturer une prise de vue unique, se déroulant en plusieurs endroits d'un même lieu, ou successivement en plusieurs lieux reliés les uns les autres. Et dans le cas de God of War, l'idée était de faire ce qu'on pourrait appeler un faux plan séquence, où le but consisterait à faire en sorte que le joueur ne puisse jamais voir le jeu charger ses environnements, notamment en déguisant le temps de chargement. Au début, cela ne fonctionnait pas très bien. Et quand Shuhei Yoshida, ex-président de Worldwide Studios, a joué pour la première fois à la première démo jouable, il dira que c'était mauvais. Les équipes commençaient à douter et Cory aussi. Ils n'arrivaient pas à trouver le nouvel acteur pour Kratos. Et le studio envisageait même d'abandonner, jusqu'à ce que Christopher Judge vienne passer une audition. Au départ, ça ne l'emballait pas trop, mais il a vite changé d'avis après avoir lu le script. Il décrochera le rôle. Le casting pour le fils de Kratos se fit assez vite. C'est Sonny Suljic qui décrochera le rôle. Hello, this is the first of many diaries that I'm going to make during the soul-crushing process of making this game. It's been 3 years on this project. We are a month from our E3 demo alpha, which is the first E3 demo we're ever going to do. The art director, who's been on the project from the beginning and actually been at Sony for over 10 years, is having his last day today, which is the reason I'm probably starting to do these things, so that I can outwardly seem like I'm totally fucking fine with it, but inwardly then I can be completely questioning what the fuck is going to happen. Juin 2016. C'est à l'E3 que les joueurs pourront voir un premier teaser du jeu, dans lequel on voit un jeune garçon du nom d'Atreus jouer avec des figurines en bois. Il se fit interpeller par une voix grave de venir chercher son couteau. Cette voix, c'est celle de son père, Kratos. Le public présent ce jour-là à l'E3 ne manqua pas d'être étonné, mais surtout accueilli avec des cris de joie le retour de Kratos.
Feed us. Ce nouveau God of War, sobrement intitulé God of War, la raison c'est que le jeu se présentait comme un soft reboot de la licence. Cette démo avait littéralement mis les joueurs en feu. Mais il y a un problème, cette démo de 10 minutes avait mis 1 an et demi à être faite. Et maintenant il ne leur restait plus qu'1 an et demi pour boucler le jeu. Et il leur restait 30 heures de jeu à créer. This is fine. Alors attention, quand je dis 30 heures, je parle de tout le jeu au global, pas juste l'histoire. Évidemment, les équipes se sont demandé comment cela allait être humainement possible, mais le temps presse, il faut avancer. Et le jeu avance bien. L'équipe prend note des retours des tests en interne, un nouveau trailer est montré à l'E3 2017 qui annonçait la sortie du jeu pour début 2018, et il restait 3878 bugs à corriger avant la sortie du jeu. Les équipes réussiront à surmonter les difficultés, malheureusement elles ont dû puiser dans leurs ressources et leur temps, mais c'est officiel, le jeu est terminé le 15 mars 2018 et est prévu pour sortir dans 36 jours. C'est après 4 ans et demi de développement que God of War 2018 sortira le 20 avril 2018 dans le monde. C'était un gigantesque succès auprès de la presse, qui lui avait pour la plupart attribué la note maximale. Mais ce fut aussi un succès auprès des joueurs ayant énormément aimé cette réinvention de la licence. Le jeu se vendra à plus de 3,1 millions d'exemplaires en 3 jours, et est aujourd'hui à plus de 19,5 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait le God of War le plus vendu de la saga, mais aussi l'ancienne exclusivité PS4 la plus vendue de la console, et même de l'histoire de PlayStation. Et il remportera le prix de jeu de l'année au Game Awards 2018. Bref, God of War 2018 avait réussi à remettre la licence sur pied et à renouveler le succès avec son public. Et aura même droit à un portage PC sorti en début 2022, et c'est là où vous verrez les captures. God of War 2018 se déroule plusieurs années après God of War 3. On y retrouve Kratos, bien plus vieux, qui s'est réfugié à Midgard, dans le royaume nordique. Royaume dans lequel il a retrouvé l'amour puisque lui et sa femme ont eu un jeune garçon du nom d'Atreus. Quand on commence le jeu, on apprend malheureusement que la mère du jeune garçon est morte. La dernière volonté de la mère était que Kratos et son fils dispersent ses cendres du plus haut sommet de tous les royaumes. Mais le chemin est long et rempli d'embûches, et Kratos pense qu'Atreus n'est pas prêt. Mais c'était sans compter sur la visite inattendue d'un homme qu'on devinera très vite être de nature divine. En effet, on apprendra plus tard qu'il s'agit de Baldur. Lui et les dieux nordiques cherchaient quelque chose que Kratos et Atreus auraient en leur possession. Après une petite altercation mouvementée, Kratos et Atreus n'ont plus le choix. Ils doivent partir immédiatement disperser les cendres de la mère défunte, et c'est ainsi qu'ils partirent pour un long voyage où leur relation évoluera grandement. À titre personnel, j'aime beaucoup ce God of War. Il n'est pas parfait, mais je le trouve globalement réussi. Et j'aime beaucoup sa direction artistique, sa beauté technique sur PS4 et PC, et comment il a modernisé ou changé certains aspects de la saga. À commencer par la caméra. Fini les plans fixes ou ceux qui nous suivent de loin, le jeu opte pour une caméra à l'épaule constamment rapprochée de Kratos. Sans coupe puisque tout est agencé pour créer ce fameux plan séquence. Plan séquence techniquement impressionnant. Bien qu'il triche un peu par moments, ça ne l'empêche pas de créer des grands moments de mise en scène épiques, le tout renforcé par les musiques de Bear McCreary, que je trouve impeccable. Le système de combat a lui aussi changé. Pendant la première partie du jeu, vous combattrez avec votre hache Léviathan. Vous pourrez attaquer en appuyant sur R1 pour effectuer une attaque rapide, et sur R2 pour effectuer une attaque puissante. Vous pourrez aussi la lancer en maintenant appuyé L2 pour viser, puis appuyer sur R2 pour la lancer, et vous pourrez ensuite appuyer sur triangle pour la faire revenir automatiquement vers vous comme si c'était le marteau de Thor. Vous aurez aussi un bouclier avec lequel vous pourrez vous protéger ou parer vos adversaires, ou alors vous pourrez esquiver en faisant des roulades en appuyant 2 fois sur croix de votre manette PlayStation. Bien sûr, plus tard vous retrouverez vos lames du chaos, et se contrôlent de la même manière que la hache. En combat, vous serez aussi aidé d'Atreus. En effet, celui-ci n'est pas là pour faire de la figuration. Il vous aidera en combat, en étranglant des ennemis ou en leur tirant des flèches dessus, en appuyant sur carré ou en visant avec L2 et en appuyant carré. Les ennemis en combat sont relativement simples à battre. Quand ils vous attaquent, vous esquivez ou parez et vous attaquez. Et il en est de même pour les boss. A noter que ceux-ci possèdent maintenant une barre de vie et de posture visible. D'ailleurs, quand vous briserez leur barre de posture, il y aura un petit rond rouge qui vous proposera d'appuyer sur le stick droit de votre manette pour exécuter l'ennemi brutalement. Un système de combat très agréable et défoulant à prendre en main, et qui ne m'a pas lassé de toute l'aventure. Je le mentionnais avant, mais Kratos aussi possède toujours une barre de vie. Mais celle de magie fut remplacée par celle de rage. Quand celle-ci est remplie, vous pourrez appuyer sur vos 2 sticks pour vous déchaîner sur vos ennemis. Pour remplir ces 2 barres, vous devez ramasser des petits cristaux verts pour la vie, ou rouges pour la rage, qui se trouvent par terre ou en tuant des ennemis. Mais les coffres n'ont pas pour autant disparu.
et quand vous les ouvrez, vous pourrez y trouver des équipements à personnaliser à votre protagoniste ou à ses armes, ou de l'argent pour acheter des compétences dans l'arbre de compétences. Arbre de compétences où vous pourrez améliorer votre hache, vos lames, votre bouclier, votre rage et l'arc d'Atreus. Certaines de ces compétences nécessitent d'avoir un certain niveau avant d'être débloquables. Et la customisation est un élément d'RPG assez bienvenu, permettant d'augmenter certaines de vos statistiques comme votre défense, la force, la vitalité, etc. En revanche, s'il y a bien 3 aspects qui sont toujours présents, c'est la grimpe qui est très similaire à celle du 3, les énigmes toujours présentes à la différence qu'elles sont bien plus variées et complexes, ne reposant plus sur le fait de tirer des leviers ou pousser des caisses, enfin pas tout le temps, et comme pour les anciens jeux, les ennemis ne sont pas très variés. Surtout pour les trolls qu'on combattra tellement de fois au point que ça en devienne une formalité. Cependant, ce qui détonne complètement avec les autres God of War, c'est que cette fois-ci l'aventure n'est plus linéaire. Vous allez évoluer dans plusieurs royaumes dans lesquels vous pourrez partir presque à tout moment pour explorer des trucs. Mais pour être franc avec vous, je préfère largement la linéarité des premiers. Et j'ai personnellement eu du mal avec la dose de liberté qu'offre cet opus. Je n'ai pas trouvé les quêtes secondaires spécialement intéressantes. Exécuter des défis à la suite pour ouvrir des coffres m'a un peu ennuyé et quand c'était pas sur le chemin de l'histoire, je ne le faisais pas. J'ai eu la flemme de lire les notes du codex et j'ai tenté de combattre les Valkyries mais j'ai très vite abandonné. Autrement dit, oui, je considère le contenu annexe comme étant le plus gros point noir du jeu, contrairement à son histoire. L'histoire de ce God of War est pour moi la plus grande qualité du jeu. Surtout la relation entre Kratos et Atreus. Elle est passionnante à suivre et on aime voir comment leur relation et dualité évoluent entre complicité et conflictuelle. Les autres personnages aussi sont très intéressants, drôles et attachants. Cependant, j'ai 2 reproches. Le premier, c'est que l'histoire abuse des détours. Et ça prend des plombes, il y a au moins 6 heures de remplissage liées à ces détours. L'histoire aurait pu durer entre 9 et 12 heures, comme pour les précédents jeux, mais à cause de ces détours, elle dure entre 15 et 20 heures. Et non pas que la durée me dérange, mais il y a au moins 6 heures qui auraient pu être coupées, ça n'aurait rien changé. Le deuxième, qui est moins grave, c'est la fin. Alors elle n'est pas mauvaise, mais je la trouve un peu abrupte. On nous laisse sur de grosses révélations avec plein de questions en tête, pour nous dire que ce sera expliqué dans le prochain opus, et tiens, un petit teaser pour te faire saliver. Encore une fois, elle n'est pas mauvaise, mais comme pour celle de God of War 2, je la trouve un peu gratuite et facile, et je pense qu'il y avait moyen de mieux conclure. Bref, encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce God of War 2018, malgré ses défauts. Si ce n'est pas un jeu qui réinvente le genre, c'est au moins un jeu qui aura su renouveler sa saga, en essayant de prendre le meilleur de ses influences, et il semblerait que ça a payé. Bon, où en est God of War actuellement ? Et comme vous le savez, la saga God of War n'est pas terminée. Son prochain opus, God of War Ragnarok, est attendu pour ce 9 novembre 2022 et est l'un des jeux qui a été le plus attendu cette année. Pour l'instant, on sait pas grand chose sur son développement si ce n'est que Cory Barlog l'a scénarisé et que Eric Williams a repris le poste de Game Director. Mais à part ça, que retenir de cette rétrospective / analyse sur la saga God of War ? En vrai, avec du recul, l'histoire de God of War, c'est une histoire vachement complexe, autant pour les jeux en eux-mêmes que pour leur développement. C'est une licence qui a connu des hauts et des bas, dont le succès à plusieurs reprises. Elle a eu 5 réalisateurs à sa tête, David Yaffe pour le premier, Cory Barlog pour le deuxième et God of War 2018, Stig Asmussen pour le troisième, Todd Papy pour Ascension, et Eric Williams pour Ragnarok. 5 hommes sans qui la licence ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Quand on y pense, c'est assez paradoxal que la saga God of War aille autant marquer l'histoire du médium. Elle a certes popularisé le Quick Time Event avec Hero 4, mais en soi c'est une saga qui a surtout énormément pioché dans de multiples références afin d'en tirer le meilleur pour nous servir des jeux épiques, défoulants, brutals, pour nous faire ressentir virtuellement la puissance d'un dieu et devenir l'une des meilleures licences de PlayStation et de Beat'em All de l'histoire du médium. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager la vidéo, ou me dire si j'ai loupé des choses. Comme d'habitude, mes sources sont créditées à la fin de la vidéo et dans la description. D'ailleurs, je tenais à dire que je me suis particulièrement aidé du livre L'histoire de God of War écrit par Alexandre Serrel et édité par Pix & Love Edition. Si vous le voulez, il y a un lien en description pour le commander directement sur le site de Pix & Love. Et non, ce n'est pas un placement de produit. Sur ce, à titre personnel, il me tarde d'être le 9 novembre et j'ai hâte de combattre une ultime fois les dieux nordiques.